Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. Dernière partie d'Europe 1 Soir, toujours en compagnie de Nathan Dever et de Gilles Boutin. On va parler à présent du philosophe Raphaël Enthoven qui est la cible d'une vague d'injures sur les réseaux sociaux en raison d'un tweet. Le tweet, le voici: il n'y a aucun journaliste à Gaza, uniquement des tueurs, des combattants ou des preneurs d'otages avec une carte de presse. Ce message, ces mots, ils ont déclenché une véritable vague d'injures sur les réseaux sociaux et notamment de la part de plusieurs députés de la France insoumise. Raphaël Enthoven qui persiste et signe. Voici ce qu'il a dit plus récemment. Pour avoir dit qu'il n'y avait aucun journaliste à Gaza, j'ai été traité d'ignominieux, de sommet, de colonialisme exterminateur, de nazi, d'infâme ordure, de complice du génocide. J'ai été menacé d'un nouveau Nuremberg et comme à son habitude, un moustique obsessionnel a exigé de mon patron que je perde mon job. La seule chose que je n'ai pas reçue, c'est l'identité d'un seul véritable journaliste à Gaza qui travaille librement sans être lié au Hamas d'une manière ou d'une autre. Dès lors, je persiste. À mon sens, il n'y a aucun journaliste à Gaza, car je refuse la qualité de journaliste à quiconque travaille pour une organisation terroriste. La détention d'une carte de presse n'y fait rien, Nathan Dever. Premièrement, évidemment, Raphaël Enthoven n'a pas à être insulté, menacé de mort, traité de nazi ou toutes les horreurs que vous avez répétées. Sur le fond des choses, il y a un débat qui est, je crois, absolument passionnant. D'un côté, Raphaël Enthoven rappelle un fait, à savoir que un certain nombre de gens à Gaza qui se disent journalistes sont affiliés au Hamas pour les uns, contrôlés par le Hamas pour les autres. Pour certains, on a même vu qu'ils ont couvert le 7 octobre d'une manière tellement complaisante qu'on se dit qu'ils ont été prévenus par avance. Pour les autres, on voit qu'ils ont pu soutenir les actions du 7 octobre dans des déclarations publiques sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui participent aussi à la propagande du Hamas, on a pu le voir. À la propagande du Hamas, etc., etc. Donc ça, c'est une réalité que dit Raphaël Enthoven, et ça ne me dérange pas qu'on la dise. Je pense qu'il faut dire la réalité ensuite en entier. En entier, ça suppose aussi de dire que la presse internationale n'a pas accès à Gaza. Donc, à partir de là, évidemment que ça pose un problème pour l'accès des journalistes dans la bande de Gaza. Moi, je connais, avant le 7 octobre, des journalistes qui allaient à Gaza. On en connaît tous, je suis sûr que vous en connaissez, qui étaient évidemment pas affiliés au Hamas. Une amie qui est décédée, qui s'appelait Marine Vlahovic, qui allait régulièrement à Gaza, qui a fait un podcast formidable sur les sons, les bruits de la ville de Gaza après le 7 octobre, mais qui allait avant. Moi, elle m'avait raconté, je l'avais rencontrée en Égypte, elle m'avait raconté en détail la manière dont elle travaillait à Gaza. Je peux vous dire qu'elle n'était pas du tout affiliée ou dépendante du Hamas. Et derrière, ça pose, je crois, une question, qui est une question passionnante, qui est: qu'est-ce qu'un journaliste aujourd'hui ? Quand vous êtes dans une époque, vous êtes sur un terrain de guerre, vous avez un téléphone portable, est-ce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui filme le réel ? Est-ce que c'est quelqu'un qui rapporte des faits ? Est-ce que c'est autre chose ? Et donc il y a toute une réflexion sur aussi ce que devient le journaliste aujourd'hui dans une époque et dans un territoire où les journalistes extérieurs à Gaza qui ont des cartes de presse, etc., la presse internationale n'a pas accès au territoire. Qu'est-ce qu'un journaliste dans ces conditions ? Ça, c'est, je crois, une question absolument passionnante et pour le coup vraiment philosophique. Et Gilles Boutin. Tellement d'informations nous manquent à ce sujet et vous avez raison, il n'y a que des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un journaliste dans la bande de Gaza ? Parce qu'on connaît la dimension totalitaire du Hamas. Est-il facile d'être journaliste au sens où nous l'entendons ? C'est-à-dire capable de s'exonérer de toute influence extérieure pour coller un maximum aux faits ? Est-ce possible à Gaza ? Alors cette question l'a posée justement à Claude Moniquet, qui est spécialiste terrorisme et renseignement. Elle a été posée, c'est pas nous qui l'avons posée. Claude Moniquet qui estime que le Hamas bâillonne les journalistes palestiniens. Il était interrogé sur CNews hier. Il est possible qu'il y ait à Gaza des journalistes palestiniens qui tentent ou qui aimeraient être indépendants. Mais est-ce qu'ils y arrivent ? Non, pour une raison très simple. C'est le Hamas qui gère la vie des Gazaouis, et c'est donc c'est lui par exemple qui va délivrer les accréditations des journalistes. Et au-delà de ce problème d'accréditation qu'il n'avait évidemment pas donné à n'importe qui, on sait, et ça a été documenté par des organisations comme RSF ou le Comité pour la protection des journalistes, on sait que le Hamas a usé systématiquement d'intimidation, de pression, d'agression contre des journalistes qui lui semblaient trop indépendants. Claude Moniquet, spécialiste terrorisme, renseignement, il était interrogé hier sur CNews. Les précisions qui sont apportées par Claude sont importantes aussi, Nathan Dever. Bien sûr, le Hamas, on aurait peut-être dû commencer par là, est évidemment une organisation islamiste, totalitaire, terroriste. Les trois adjectifs sont
important. Le Hamas est une organisation qui a pris le pouvoir à Gaza par les armes, en tuant des opposants, qui depuis réprime catégoriquement toute forme d'opposition. Ça passe par quoi ? Ça passe. Je vous parle même de choses avant le 7 octobre. En juillet 23, il y avait des manifestations très importantes à Gaza City, à Khan Younes et à Rafah, initialement contre le prix de l'électricité et puis ensuite contre le pouvoir du Hamas. Le slogan était magnifique, un peu comme le slogan de la révolte iranienne. C'était « Nous voulons changer, nous voulons vivre, pas nous voulons changer ». Le Hamas a réprimé cette manifestation à balles réelles. Le Hamas réprime évidemment toute personne à Gaza qui essaye de critiquer son pouvoir. Cependant, et je crois que c'est là qu'il faut un tout petit peu nuancer, enfin même pas un tout petit peu, qu'il faut nuancer ce que disait Raphaël Enthoven. Il y a par exemple sur les réseaux sociaux, des Gazaouis qui sous pseudo, à travers l'anonymat, et l'anonymat on le critique en France, mais qui utilisent l'anonymat pour faire passer de l'information, même critique vis-à-vis du Hamas. Il suffit de se documenter, il suffit de pas se contenter d'aller sur son fil d'actualité Twitter tel qu'il tombe comme ça facilement, mais d'aller chercher vraiment les faits précis, les faits un peu, je vais pas dire cachés, mais si vous voulez les faits un peu qui ne sont pas forcément visibles sur les comptes les plus regardés, mais qui viennent aussi de groupes. Il y a des Gazaouis qui font sortir des tweets sous l'anonymat, qui sont parfois critiques vis-à-vis du Hamas. Par exemple, en juillet 23, c'était déjà le cas et ça l'est toujours aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, et puis au-delà de cela, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, je crois qu'il y a certaines images, même si elles ne viennent pas d'un journaliste, elles ont un intérêt journalistique. Et c'est ça la nuance fondamentale que je mettrais sur ce que dirait sur l'analyse de Raphaël Enthoven. Même si un individu n'est pas journaliste, il peut relayer une information journalistique. Vous savez quand Twitter a dépassé les médias? C'est au moment où il y a eu le crash de l'avion dans le Hudson, l'atterrissage forcé de l'avion à New York dans le Hudson. À ce moment-là, CNN avait mis plus de temps à rapporter l'information dans les médias que quelqu'un qui marchait sur les quais de New York et qui avait pris la photo qu'il avait publiée sur Twitter. C'est allé plus vite. Eh bien, de la même manière, vous voyez, cet individu qui a pris cette photo, il n'était pas journaliste. Et pour autant, il a pris une photo qui avait fait ensuite la une de tous les journaux du monde entier. Donc, on peut ne pas être journaliste. Oui, c'est-à-dire, on peut avoir créer des faits journalistiques. C'est ça. Et à l'inverse, on peut avoir une carte de presse et relayer de fausses informations. Exactement. Et donc, par définition, ne pas être journaliste. C'est là que ce débat est passionnant. C'est ce que nous dit Raphaël Enthoven. Et cependant, nous sommes face à un kaléidoscope d'images et c'est très difficile d'en tirer une cohérence parce que on a autant des images qui nous montrent parfois en tout cas nous dit-on, des habitants de la bande de Gaza qui lancent des pierres sur des membres du Hamas qui seraient en train de détourner un camion. Mais comment être certain de ce qui est montré, de ce qui est décrit, et d'autres situations inverses qui incriminent Israël. Donc, en tirer une vérité ou une cohérence, c'est extrêmement difficile. Et je ne vois pas bien aujourd'hui qui ou quelle institution est en mesure de parvenir à dégager quelque chose d'à peu près cohérent, de tendanciel, pour nous dire bon, la vérité va plutôt dans telle direction ou telle autre. Attention, je ne veux pas mettre dos à dos les deux puissances. L'un est responsable, le Hamas est largement responsable de toutes les calamités qui se sont abattues, mais on est face à un défi vertigineux qui est celui de l'accès à la vérité, et sans véritable journaliste sur place. Et on n'est pas sorti. On va terminer là-dessus, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gilles Boutin. Merci à Nathan Dever également d'avoir été avec nous. Votre prochain livre, le roman Surchauffe, publié chez Albin Michel, sortira mercredi. Et puis c'était votre dernière aujourd'hui sur Europe 1, Nathan. Je cachais mon émotion depuis tout à l'heure. J'aimerais vraiment vous dire que Europe 1 était d'abord mon école de la radio, mon école de C'était votre première radio ? Ma première radio. C'est un endroit où j'ai été immensément heureux. J'aimerais remercier tout le monde, Donna Vidal-Revel évidemment, vous, Pascal, Sonia, Laurence, Pascal Latour du Pin, Pierre de Villeneuve, Pierre-Louis, Capucine Adrien, Cédric, Nicolas, Julien, Florence, tous les gens aussi du bâtiment, Jean-Marc, Nathan, Leïla, Kathleen. J'aimerais dire que sur Europe 1, c'est un endroit où j'ai eu l'impression de travailler avec des copains, des gens extrêmement rigoureux, extrêmement sympathiques, extrêmement bienveillants, avec qui, et c'est rare, j'avais envie toujours d'aller continuer le débat pour aller boire un verre. J'aimerais vous remercier du fond du cœur et probablement que nous nous retrouverons dans un cadre ou dans un autre. Merci du fond du cœur à tout le monde et évidemment surtout, merci aussi aux auditeurs.